Laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À la une de ce 20h, le gouvernement prépare l'édition 2025 de l'opération Sunkalo Solidarité. C'est une initiative présidentielle qui vise à soulager la population vulnérable durant le mois de Ramadan. Briser la cabale médiatique contre les pays de l'AES. Les experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso y travaillent depuis ce matin à Bamako. Ils finalisent notamment le projet de création de la Web TV de la Confédération. Et puis c'est parti à la Cité des Enfants pour la 3e édition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako. Thème retenu cette année, les jeux, facteurs de paix et d'inclusion sociale. L'événement met en compétition une dizaine d'établissements scolaires de la capitale. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce matin à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le contenu du communiqué incessamment avec Ibrahima Adjombele qui va certainement nous rejoindre sur ce plateau au cours de cette édition. En attendant, rendons-nous à la primature où le chef du gouvernement a présidé cet après-midi une rencontre sur les préparatifs de l'opération Sunkalo Solidarité édition 2025. C'est une initiative du président de la transition. Elle vise à travers un certain nombre d'activités à soulager les populations vulnérables durant le mois de Ramadan. Le point avec Mamari Kone et Aliou Touré. Le Ramadan 2025 au cœur des préoccupations du gouvernement de transition. Sunkalo Solidarité est une initiative gouvernementale qui vise à soutenir les populations durant le mois de Ramadan. Lors de cette première réunion, les points focaux des départements ministériels devant travailler au sein de la commission d'organisation ont été désignés. Cette commission sera chargée de proposer des activités et un chronogramme d'exécution. L'année dernière, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a initié une opération en vue une opération de solidarité à l'endroit à la fois des fidèles musulmans et chrétiens. Puisque cette année, il a décidé de reconduire la même opération. Donc le but de cette première réunion est de réfléchir ensemble, de faire en sorte que l'opération Sunkalo Solidarité 2025 soit encore une réussite. Une opération qui a été saluée par les populations maliennes. Et cette année, nous sommes là encore pour échanger et faire en sorte que l'année 2025, également, en tout cas, cette opération de solidarité puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Cette initiative, faut-il le rappeler, traduit la volonté du président de la transition générale d'armée Assimi Goïta d'accompagner au mieux les populations à bien passer le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Position toute trouvée pour évoquer les œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui offre une quantité importante de vivres et des tricycles aux personnes vivant avec un handicap. C'est à travers l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées. Timoko Konaté. Manifestation de joie pour accueillir un geste de haute portée à l'actif du président de la transition. Il s'agit de vivre en abondance
et d'un nombre important de tricycles pour faciliter la mobilité des personnes vivant avec un handicap dans le district de Bamako. C'est le conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales, qui remet ses dons à l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées. C'est toujours avec une immense joie de gratitude que je prends la parole pour magnifier l'œuvre d'un homme exceptionnel. Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait de son credo la générosité de cœur pour les plus défavorisés en ne laissant personne de côté. Autre don issu des œuvres sociales du président de la transition au bénéfice des personnes atteintes de handicap, des serpillères. La particularité de ces serpillères, c'est que ces serpillères sont fabriquées par nos jeunes aveugles. Les motos, c'est pour permettre l'autonomisation, la mobilité des femmes vivant avec handicap. Tout ça, le président de la transition l'a fait pour transmettre sa solidarité, son engagement envers les Maliens en général les plus démunis. Pour renforcer les actions de plaidoyer en faveur des personnes vivant avec un handicap, la cible demande l'institutionnalisation de la journée du 3 décembre qui leur est dédiée et la construction d'un siège. Et cette décoration au bureau du médiateur de la République, ils sont 8 agents à recevoir leur médaille, une marque de reconnaissance pour service rendu à la nation. Boubacar Bablé Touré pour les détails. La reconnaissance du mérite représente toujours un sentiment de joie et d'émotion pour celui ou celle qui la reçoit et de surcroît si elle vient de l'État. C'est bien le ressenti de ces hommes et femmes du service du médiateur de la République. Au nombre de 8, dont 3 femmes, ces récipiendaires qui se sont fait distinguer par leur engagement, 5 ont reçu la médaille du mérite national avec effigie abeille et 3 sont élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Quelle fierté que de vous remettre ces médailles en récompense de votre abnégation, de votre engagement et de l'amour du travail bien fait. Cette distinction est aussi une responsabilité qui vous astreint désormais à plus d'engagement, à plus de persévérance et à un effort soutenu au service de notre cher pays. Soyez donc des exemples. Conscients du poids de cette marque de reconnaissance, les récipiendaires réaffirment leur engagement à service davantage de la nation avec dévouement. Nous continuerons de servir avec abnégation et patriotisme notre chère patrie, le Mali, et nous nous investirons à travailler pour que l'idéal malien, à savoir le Mali croix, soit une réalité. La cérémonie a regroupé autour des récipiendaires les collègues de service, parents et amis venus partager ce moment combien important dans la vie d'un travailleur, celui de la reconnaissance du mérite. Lutte contre la fraude, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Bamako multiplie les descentes sur le terrain. Elle vient de saisir une quantité importante de boissons périmées. Les commerçants concernés s'exposent à de lourdes peines, nous précise dans ce reportage Benoko Fofana. Le bien-être des consommateurs bamakois est l'une des priorités de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Dans le cadre de sa mission régalienne, cette direction a saisi une quantité importante de boissons jugées impropres à la consommation, qui étaient malgré tout destinées à la vente. L'opération s'est déroulée dans un entrepôt à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako. Quand vous regardez de la bouteille, c'est une boîte, vous allez voir que c'est à consommer de préférence 6e 2024. Mais quand vous prenez l'emballage de la marchandise, vous voyez que c'est jusqu'en 2026. On peut imaginer vraiment jusqu'à 2000 cartons comme ça. Le texte prévoit une fois qu'une marchandise dont la date limite de consommation est dépassée, nous allons d'abord procéder à la saisie provisoire. Une fois la saisie conservatoire dépassée, donc nous allons introduire le dossier au niveau de la justice pour que la saisie définitive soit effectuée. Une fois la saisie définitive effectuée, nous allons procéder vraiment à la destruction de ce produit-là. Cette saisie est une parfaite illustration de la lutte enclenchée par la direction régionale du commerce depuis un moment dans le but d'assainir les marchés de Bamako. Imaginez si les jeunes consomment à cette période-là, vraiment à l'approche de la fête, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment comme danger vraiment dans la circulation. Nous allons renouveler encore notre appel à l'endroit de nos commerçants. À chaque fois quand ils voient que la date de péremption du produit est dépassée, de faire appel vraiment aux services techniques. Et pour le premier responsable de la structure d'inviter le consommateur à une synergie d'action afin de mettre fin à cette pratique. Ce que nous recommandons, comme nous venons de voir ces cas, c'est suite à une dénonciation. Toujours nous allons continuer à donner vraiment
notre numéro vert, c'est le 36 088 et le 36 099. C'est les deux numéros verts, donc ce qui veut dire que toujours les consommateurs peuvent continuer toujours à dénoncer à partir de ces numéros-là. Face à cette pratique, la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence entend intensifier ses missions de surveillance pour le bonheur des consommateurs. Le chef d'état-major adjoint de la garde nationale en visite de commandement à Kangaba et à Kourémalé, colonel Mori Sanogo, est allé s'enquérir des conditions de travail des femmes. Il en a profité pour passer un message d'encouragement aux hommes sur le terrain. Nous y reviendrons au cours donc de cette édition avec Abdul Karim Akaba et puis 2 concours de recrutement pour les postes d'auditeurs de justice et de greffiers en chef. Les épreuves se déroulent demain samedi. Ils sont au total 10 532 candidats répartis sur 6 sites. Toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de ce concours, selon les explications du directeur national de l'administration judiciaire. Il est au micro de Garibou Pérou et Mohamed Sidibé. Demain, le ministère de la Justice organise 2 concours. Le premier, c'est le concours des auditeurs de justice, qui concerne 116 auditeurs de justice, et un concours de recrutement des greffiers en chef, qui concerne 120 greffiers en chef. Je précise que pour les auditeurs de justice, c'est un concours qui se passe en 2 phases. La première phase, nous présélectionnons un certain nombre de candidats, qui sont au nombre de 480. Et à la deuxième phase, nous présélectionnons 116 candidats. Pour les greffiers en chef, c'est un concours direct où nous prenons directement 120 candidats. Au total, nous avons 10 532 candidats. Pour les greffiers en chef, nous avons 5 424 candidats. Et pour les auditeurs de justice, nous avons 5 108 candidats. Je précise que nous avons réparti les 2 concours sur 6 sites. Pour les auditeurs de justice, nous avons choisi 3 sites. Pour l'ordre des greffiers en chef aussi, nous avons choisi 3 sites. Pour les auditeurs de justice, nous avons la faculté de droit privé. Ensuite, nous avons l'Institut Cheikh Zayed, qui abrite aussi un site. Ensuite, nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion. Ensuite, la faculté des sciences administratives et politiques. Pour l'ordre des greffiers en chef, nous avons la faculté d'histoire et géo. Nous avons la faculté des sciences et techniques. Nous avons également l'Institut de gestion, l'UIG. Et tout appareil électronique est interdit, tout document est interdit. Le téléphone n'est pas permis dans les salles. Ensuite, l'appel est prévu à 8 heures. À 8 heures, tous les candidats qui viennent en retard ne seront pas admis dans les salles. Je vous l'annonçais dans les titres. Les États du Sahel décident de mettre leurs moyens en commun pour faire face au terrorisme et autres défis. Il s'agit notamment de la propagande médiatique mensongère. Les experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont réunis à Bamako pour finaliser le projet de la Web TV de l'AES. Les précisions avec Alouzeni Touré. Pour faire face à l'acharnement médiatique dont elle est l'objet, l'Alliance des États du Sahel doit s'organiser pour riposter. La mise en place d'une Web TV participe de cette démarche. Les experts burkinabés, maliens et nigériens devraient au cours de cette réunion finaliser la mise en place de cette plateforme médiatique. À charge pour celle-ci de répondre aux mensonges fabriqués contre l'AES et véhiculer le bon message de sensibilisation. Pour se faire entendre et comprendre par la communauté internationale, la Confédération des États du Sahel doit communiquer et bien communiquer. En vue de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée, nous sommes dans une phase de consolidation de la confiance entre le peuple et ses dirigeants par l'instauration de pratiques de bonne gouvernance utilisant les opportunités offertes par les plateformes numériques. Il s'agit là globalement de renforcer la communication institutionnelle et la fédération des États du Sahel et plus spécifiquement d'améliorer la connaissance des priorités de l'Alliance des États du Sahel auprès des populations cibles, de faire comprendre la vision de l'Alliance des États du Sahel
ses positions, ses décisions et actions pour rassurer les populations afin de renforcer leur adhésion. Consolider le capital confiance dont jouissent les dirigeants auprès des populations, tel est l'objectif de cet atelier qui réunit pendant 2 jours les responsables des chaînes publiques et les communicateurs des institutions. Le menu des discussions doit déboucher sur la validation des documents. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans la suite logique de la première 6 indiquée. L'objectif visé par cette rencontre se situe à 3 niveaux. Valider les propositions de charte graphique faites par les 3 pays afin de retenir les 3 meilleures qui seront soumises à l'approbation du Collège des chefs d'État de la Confédération. Découvrir au public le logo de la Confédération. Procéder au lancement officiel de la plateforme numérique de la Web TV de la Confédération par les ministres en charge de la communication de la Confédération. Finaliser le document relatif à la création de la chaîne de télévision et de la radio de la Confédération des États du Sahel. Aussi, les directeurs des médias publics des 3 pays devraient procéder à la signature d'un mémorandum d'entente, lequel va préciser la nature de la collaboration à établir entre nos médias publics. Le président du Faso a présidé hier le dernier conseil des ministres de l'année. Selon le ministre porte-parole du gouvernement burkinabé, le conseil a examiné plusieurs rapports entendus, des communications orales et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Des précisions avec Bienvenue Tansa. Les assemblées consulaires des chambres d'agriculture sont dissoutes. C'est l'une des décisions phares de cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Une décision en vue de venir à bout de dysfonctionnements observés dans la gestion du monde agricole à la base, notamment la non-tenue d'élections pour le renouvellement des assemblées consulaires. Dorénavant, les chambres régionales de l'agriculture sont sous tutelle des directions régionales de l'agriculture et la Chambre nationale d'agriculture sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural. La dissolution des organes consulaires des chambres d'agriculture n'est pas synonyme de la fin de l'existence des chambres d'agriculture, parce qu'il y a l'organe administratif qui est notamment dirigé par les secrétaires généraux qui va continuer d'exercer, bien sûr, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le gouvernement burkinabé, en vue de réduire la surpopulation carcérale, prend des dispositions. Le code de procédure pénale adopté en 2019 est modifié. Le procureur du Faso, dorénavant, avant d'engager des poursuites contre une personne, devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Il devra dans un premier temps d'abord tenter la médiation pénale avec l'intervention de toutes les parties pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts de la personne auteur d'une infraction et les intérêts de la victime. S'il y a un accord à ce niveau, les poursuites sont abandonnées. Ça rentre très bien dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ne faisons pas du tout prison et que nous explorons effectivement des mécanismes qui vont nous permettre une facile réinsertion des personnes auteurs d'infractions et qui va nous permettre également de mettre fin à la surpopulation carcérale. Dans la foulée, comme il est de coutume, à compter du 1er janvier 2024, environ 1200 prisonniers bénéficieront de la grâce présidentielle, dont 400 bénéficieront d'une remise totale de peine, 750 d'une remise partielle et 3 condamnés à la prison à perpétuité verront leur peine commuée en prison à temps. Le gouvernement burkinabé envisage en outre la réalisation de travaux au stade du Cadrou, travaux en lien avec le renouvellement de la pelouse et de la piste d'athlétisme. Le Conseil a également autorisé ces travaux de renouvellement de la piste d'athlétisme ainsi que l'acquisition de matériel pour l'entretien de la pelouse. Le gouvernement autorise par ailleurs l'acquisition de matériel pour l'entretien de la pelouse. Coût de l'exécution des travaux, du contrôle et de l'acquisition du matériel, plus de 4,3 milliards de francs CFA pour un délai de 6 mois à partir du démarrage des travaux. En outre, instruction a été donnée par le chef de l'État pour que les responsabilités soient situées sur le passif des travaux de réfection du stade, débuté en 2021 et qui ne respectent pas les normes en vigueur. Au Niger, le Premier ministre a rencontré une délégation de l'ASECNA conduite par son directeur général en fin de mission. Mohamed Moussa est venu remercier les autorités nigériennes pour le soutien durant le mandat. Les détails avec Louali Moutari, Maïna Sara et Isiaka Issa.
En fin de mandat à la tête de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à Sekna, notre compatriote Mohamed Moussa est venu exprimer sa reconnaissance aux autorités nigériennes pour leur soutien durant les 8 années passées à la direction générale de la Sekna, toute chose qui honore le Niger. J'ai tenu spécialement à venir rendre compte aux autorités de l'état dans lequel j'ai trouvé la Sekna et de l'état dans lequel je les laisse. Je viens d'avoir les félicitations de Monsieur le Premier ministre pour les réalisations accomplies pendant ces 8 ans. On peut dire avec fierté que le Niger a tenu ses engagements. La Sekna fonctionne bien. Je vais la laisser le 31 décembre. Et donc, comme vous le voyez, la situation dans laquelle je la laisse n'a absolument rien à voir avec la situation dans laquelle je l'ai trouvée. Notamment, le plus important, c'est au niveau technique. Le fait que nous avons réussi en 8 ans à rendre possible la surveillance de 17 millions de kilomètres carrés par satellite, c'est certainement le projet le plus emblématique que nous avons réussi ici au Niger. Pour rappel, la Sekna est créée à Saint-Louis au Sénégal le 12 décembre 1959 et assure la gestion des espaces aériens sur une superficie d'environ 17 millions de kilomètres carrés répartis en 6 régions d'information en vol définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le contenu est expliqué aux légitimités traditionnelles et leaders religieux à l'intérieur du pays. Le point avec Oumar Maïga, Amopti, Idrissa Djibrila Maïga, Kidal et Kabadjara Akaï. Debout comme un seul homme, les légitimités traditionnelles, les chefs coutumiers, les chefs de quartier et les leaders religieux de la région de Mopti ont pris d'assaut la salle de conférence du gouvernorat pour écouter et prendre des engagements en faveur de la déclaration commune du collège des 3 chefs d'État de la Confédération suite à la prorogation de 6 mois de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons effectivement rappelé que dans l'évolution d'une nation, il y a des épisodes, notamment de résistance, telle que la phase que nous vivons actuellement. Et cette résistance requiert, à notre avis, le bon partage de la bonne information avec les peuples pour les outiller mieux, pour les armer à être plus résistants au combat qui est le nôtre. Que de chemin parcouru pour le soutien et la réussite de la transition avec foi et détermination. Nous sommes toujours prêts à respecter les décisions et les engagements des autorités de l'AIS. Nous sentons le développement à travers la création des usines. Le retrait, là, moi je m'attendais à ça. Il faut le retrait. Il ne faut pas nous laisser emballer par les autres les étrangères là. Non, non, on n'est pas d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec eux. Nous avons eu à prier et à faire des bénédictions pour les autorités de la transition, pour les femmes qui veillent sur nous. Nous avons prié pour l'AS, pour qu'il y ait plus d'unité, pour qu'il y ait la paix. Mali, Ani, Jamana Flatomi, Farlembukan, Bingania, Mignini. La volonté des chefs d'État de l'AS, qui consiste à faire des 3 pays un espace de paix et de développement, doit être soutenue. Les ennemis de la paix seront vaincus. L'AES va prospérer. Nous prions pour la réussite de l'AES. Les décisions et les engagements pris seront respectés par les populations. Les appels à la vigilance, la synergie d'action en faveur de la paix, le soutien indéfectible aux autorités de la transition et des bénédictions pour le Mali ont été quelques axes forts de la rencontre d'échange avec les légitimités traditionnelles, les chefs coutumiers, les leaders religieux de la région de Mopti. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur déshydratat et à des agendas étrangers au reste de l'organisation. C'est une réunion spéciale, c'est pour vous faire passer le message des chefs de l'État, le président de la transition
qui est le président aussi en exercice des États de l'AES. C'est pour vous dire que les forces armées de sécurité, la population de la région de Kidal, tout le monde va être vigilant. Tout le monde va être en alerte partout. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération appelle les populations de l'Est à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Il s'agissait pour le chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, au cours de cette rencontre de donner des explications claires sur le contenu de cette déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. La légitimité traditionnelle, les chefs de village et d'autres personnes ressources présentes à cette rencontre ont adhéré à cette déclaration et ont promis de jouer pleinement leur rôle en apportant des informations aux forces armées de sécurité et aussi à rester très vigilants, notamment par rapport à l'enrôlement des enfants dans les groupes terroristes. Les légitimités traditionnelles présentes dans la salle ont apprécié à l'unanimité cette décision prise. C'est des responsables avisés. Nos responsables ont la tête sur les épaules. Ce sont des responsables avisés. Ils ont vu venir de loin le gouffre dans lequel la CEDEAO voulait les faire tomber. C'est pourquoi les chefs d'État de l'AES ont refusé avec la dernière rigueur les 6 mois de prorogation. Ceux qui sont en dessous de cette manigance, nous les connaissons. Même exercice à Ségou et à Sikasso. Là aussi, les leaders traditionnels et religieux ont été mieux informés sur le contenu de la déclaration du Collège des chefs d'État de l'AES. On en sait davantage avec Fousséni Samaké à Ségou et Yuru Yabati à Sikasso. Face au constat des manœuvres de déstabilisation au sein de la CEDEAO, le Collège des chefs d'État de la Confédération a fait une déclaration le 22 septembre 2024. Il s'agira pour chacun de nous, forces vives de la région de Ségou, de veiller sur le 3e point principalement de la déclaration relative à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité en leur donnant des informations utiles et en renforçant notre coopération avec l'armée, c'est-à-dire les aider à nous sécuriser. En ce moment crucial, chaque citoyen doit se considérer comme un soldat. Ce cadre d'échange est aussi une invite à l'endroit des acteurs régionaux pour l'accompagnement et le soutien aux autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Ces messages reçus aujourd'hui nous encouragent davantage. Nous réitérons notre engagement à accompagner les chefs d'État de la Confédération AES. On fera la vulgarisation de ces messages dans nos localités. Les participants se disent plus que jamais engagés dans la vulgarisation de ces messages auprès des populations de leurs localités respectives pour barrer la route à toute forme de menace contre les États du Sahel. Il s'agit d'informer et de sensibiliser les chefs de village à un sursaut patriotique pour déjouer le complot de la CEDEAO et ses complices dans leur tentative de saboter la dynamique de retrait de la Confédération des États du Sahel. Les États de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO, mais à chaque fois, il y a de nouvelles mesures pour retarder leur départ. Maintenant, ils ont prorogé la date de 6 mois. Alors, nous ne savons pas ce que ces pays sont en train de préparer. Aucun étranger ne viendra dans un village sans que le chef du village ne soit au courant. Les légitimités traditionnelles et les leaders religieux disent avoir pris bonne note du contenu de la déclaration et s'engagent à tout mettre en œuvre pour contrer les actions de l'ennemi. Donc nous, les chefs de quartier et de village, notre rôle c'est de dénoncer toute personne aux autorités pour qu'au moins qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de nos localités. J'appelle l'attention de tous les chefs de village et de quartier d'être vigilants et de ne pas avoir peur. Nous allons redoubler d'efforts en fournissant vraiment des informations
en temps réel à nos forces de sécurité et de défense. La rencontre s'est achevée par un exposé du conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur qui a invité les hôtes du jour à l'union sacrée et à la vigilance pour réussir cette mission du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Je vous l'annonçais à l'instant, le chef d'état-major adjoint de la garde nationale en visite de commandement à Kangaba et à Kourimali, colonel Mori Sanogo, est allé s'enquérir des conditions de travail des femmes. Il en a profité pour passer un message d'encouragement aux hommes sur le terrain. Abdul Karim Kaba pour le commentaire. Le moral de la troupe est au beau fixe et l'espoir est désormais permis dans la lutte contre les forces du mal. C'est le constat fait par le chef d'état-major adjoint de la garde nationale à Kangaba et à Kourimali. En se rendant dans les mandés pour la fête de Noël, le colonel Maurice Sanogo magnifie ainsi la volonté de la hiérarchie, c'est-à-dire être plus près des hommes sur le terrain. Cette visite donne du tonus à l'engagement des hommes. Cette visite vient à point nommé et réconforte davantage le moral de la troupe. Le fait pour le commandement de se déplacer et de constater de visu les conditions dans lesquelles les hommes travaillent sur le terrain, nous ne pourrons que nous en réjouir. Et cette visite a également été pour nous quand même inaubaine. Avant de rassurer du soutien des populations aux femmes, le premier adjoint au préfet des cercles de Kangaba salue cette visite du chef d'état-major adjoint de la garde nationale qui galvanise ses concitoyens. L'occasion était bonne pour le chef d'état-major adjoint de la garde nationale d'effectuer une patrouille de grande envergure sur l'axe Bamako-Kourimali. En invitant la troupe à adopter la bonne posture dans les postes de sécurité, le chef d'état-major adjoint de la garde nationale a salué la cohésion entre les femmes. Ça rentre dans le cadre de commandement de proximité. Venir sur le terrain, voir les conditions de vie et de travail des militaires. Aussi profiter pour prodiguer des conseils dans le cadre de l'exécution de leur mission régalienne. Cette visite du chef d'état-major adjoint de la garde nationale, colonel Maurice Sanogo, a été aussi marquée par des rencontres avec les autorités administratives et coutumières du Mandi. Troisième édition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako. Les activités sont lancées hier à la Cité des Enfants. L'événement met en compétition une dizaine d'établissements scolaires de la capitale autour du thème « Les jeux, facteurs de paix et d'inclusion sociale ». Sokona Kamisoko. Ils sont au total une dizaine d'établissements scolaires de Bamako à répondre présent à l'appel de la Cité des Enfants pour cette traditionnelle activité ludique. Il s'agit bien de Céléba, entendez-la, Semaine de loisirs de l'enfance de Bamako. La présente édition, troisième du genre, se veut un rendez-vous du donner et du recevoir. La compétition s'étend sur 3 jours et c'est sur 4 jeux. Le premier jeu, c'est le grand jeu. Et la connaissance du Mali. Le second jeu, c'est le drapeau. On a un troisième jeu qui est le jeu des lettres. Donc, c'est les jeux qui sont en compétition et un jury va les départager. Certains enfants en situation de handicap participent à la compétition. Pour relever les défis, surtout en matière d'éducation et de bien-être des enfants, les initiateurs bénéficient de l'appui de certains partenaires. L'UNICEF y a pris part et continuera à travailler avec le gouvernement du Mali pour que chaque enfant jouisse de son plein droit à une santé et à une éducation de qualité. Cette semaine sera une opportunité pour les enfants à travers une diversité de jeux modernes et traditionnels et autres activités, de favoriser l'expression de l'intelligence collective, de cultiver l'esprit de créativité. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur le soutien constant de l'ensemble du département, car tout ce qui touche l'enfant est une cause noble à plus d'un titre. La cérémonie de lancement de cette troisième édition de la Semaine de loisirs de l'enfance de Bamako a été marquée par des prestations d'artistes et un défilé au rythme de la fanfare du Prytanée militaire de Kati.
Et puis la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, action d'autonomisation et responsabilité des jeunes femmes et filles leaders du Mali, thème du 7e Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali. L'événement se déroule du 26 au 28 décembre ici à Bamako et à Sibi. On fait le point avec Batraouri. Le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, respecte une tradition en organisant le 7e Forum national des jeunes filles, femmes et leaders du Mali. Les responsables de ce mouvement sont convaincus que les jeunes filles et femmes, quoique constituant une couche fragile de la société, ont un rôle important pour l'avenir du Mali. Le 7e Forum des jeunes femmes et filles leaders qui s'ouvre est une assise pleine d'espoir et d'espérance, visant à remobiliser l'énergie et l'intelligence de la jeunesse féminine du Mali autour des questions d'intérêt commun, notamment la paix, la santé, la solidarité, la promotion des droits humains et l'égalité des chances pour toutes et pour tous. Le forum qui s'étend sur 3 jours sera marqué par plusieurs panels sur des thématiques comme l'accès aux services de santé de la reproduction, le changement climatique et la résolution 1325 des Nations Unies relative au rôle des femmes dans la prévention des conflits. Vous ne vous êtes pas trompé. La femme en tant que mère de l'humanité et socle de notre société est aujourd'hui la meilleure actrice du renforcement de la cohésion sociale et de la paix durable dans nos familles, dans nos communautés, dans le pays tout entier et au monde. Cette importante rencontre de notre jeunesse, notamment les jeunes femmes et filles du Mali, organisée par le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, rentre non seulement dans le cadre des objectifs de mon département, à savoir créer les conditions idoines pour le bien-être de la femme, de l'enfant et de la famille. Je voudrais saluer le leadership historique du RENAGEM que mon département soutient et encourage. Dans son combat, le RENAGEM a bénéficié du soutien multiforme de certaines femmes anciennes ministres en charge de la promotion de la femme. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à ces dernières pour leurs efforts. La 7e session du comité technique conjoint Burkina-Mali pour la gestion intégrée des ressources en eau se tient ici à Bamako. Les experts des deux pays travaillent notamment au renforcement des liens en matière de gestion des bassins hydrologiques communs dans un contexte de changement climatique. Nous retrouvons Batraoré. Face aux enjeux du changement climatique et à la dégradation des sols causés par l'érosion, le Mali et le Burkina Faso ont créé depuis 2013 le comité technique conjoint pour la gestion intégrée des ressources en eau dénommé CTC-GIR Burkina Faso-Mali. Les experts sont donc à Bamako au compte de la 7e session du comité technique de leur organisation. On a un accord, mais cet accord ne concerne pour le moment que les sous-bassins du Sourou. Alors qu'entre les deux pays, il y a d'autres bassins qui sont partagés, notamment les Banifins, les bassins de Béli. Et en tout cas, lors de cette session, nous comptons élargir l'accord à tous ces bassins pour, en tout cas, le bonheur toujours de nos deux populations. Comment promouvoir la gestion intégrée des ressources au niveau des bassins partagés entre les deux pays? Comment cela peut contribuer au niveau du développement socio-économique des populations à la base? Et nous pensons que nous allons y parvenir. Les experts des deux pays vont œuvrer pour que les conclusions de la rencontre de Bamako puissent donner un nouvel élan au comité technique conjoint de la GIR Burkina Faso-Mali dans l'atteinte de ses objectifs. Votre présence ici, ce jour, témoigne une fois encore l'engagement de nos deux pays à coopérer pour une meilleure gestion des ressources en eau dans le but de préserver les intérêts communs de nos États tels que stipulés à l'article 4 de l'accord. La session est organisée grâce à l'appui des partenaires comme le partenariat global ouest-africain pour l'eau et l'ambassade des Pays-Bas. La dynamisation de la formation continue et le déploiement du système de gestion informatique intégré, deux sujets majeurs sur la table de la 18e session du conseil d'administration de l'ENA. Mamadou Fane pour les détails.
Le plan d'action 2024 de l'École nationale d'administration Nouvelle ENA a été exécuté à 54%. C'est ce qui ressort de la 18e session du conseil d'administration de cette structure. Une exécution moyenne du plan d'action due au large temps consacré à l'organisation du concours d'entrée dans cette école, ce qui n'a pas empêché la réalisation de la majeure partie des activités de l'année 2024. Et 2025 reste une année de défi pour l'ENA. Le projet de budget de 2025 est estimé à 1,39 162 francs CFA, dont 974 162 000 francs CFA de subvention de l'État et 65 millions de ressources propres. La subvention de l'État représente donc toujours la quasi-totalité du budget de l'ENA, soit 93,74%. Avec un budget en hausse de 7,2% par rapport à 2024, l'École nationale d'administration doit poursuivre les efforts entamés pour doter l'administration malienne de cadres valables au service de leur pays. Nous avons pleinement conscience des efforts que la direction et les travailleurs de l'ENA déploient pour l'atteinte de ces résultats. Nous savons également que l'ENA rencontre des difficultés. Le défi constant est que l'ENA devra redoubler d'efforts pour réussir ses missions et répondre aux préoccupations des plus hautes autorités, à savoir doter notre administration de ressources humaines qualifiées pour assurer le développement harmonieux et durable du pays. Le conseil d'administration, organe d'orientation et de contrôle des activités, devra se prononcer sur les documents qui lui sont soumis pour la bonne marche de la structure. 29e session du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les administrateurs adoptent les activités et le budget 2025 de la CANAM. On en sait plus avec Ari Djoumatina. C'est autour des 5 points stratégiques que le programme d'activité de 2025 de la Caisse nationale d'assurance maladie sera bâti. Ces axes majeurs assortis d'objectifs opérationnels entrent en droite ligne de la vision de développement de la CANAM. L'opérationnalisation du RAMI et la couverture des populations cibles du RAMI, la mobilisation des financements et la soutenabilité du RAMI, la maîtrise des prestations et la qualité des services de santé, la maîtrise des processus délégués, la performance organisationnelle. Pour cette 29e session du conseil d'administration de la structure de protection sociale, les administrateurs sont appelés à se pencher sur plusieurs aspects, tels que l'adoption et l'examen du compte de gestion 2023, du rapport du commissaire au compte, en passant par l'examen et l'adoption du programme d'activité ainsi que le budget de 2025. Toutes sources de financement confondues, elles se chiffrent en recettes et en dépenses à la somme de 125 milliards 854 163 675 francs CFA en 2025. Le projet de budget présenté constitue un cadre financier structuré et équilibré visant à répondre aux priorités stratégiques de la CANAM tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources. À la Caisse nationale d'assurance maladie, les nombreux efforts en cours seront consolidés et renforcés en 2025 au bonheur des populations maliennes. Ces activités qu'on a proposées permettent de renforcer les acquis de 2024 et aussi de corriger les faiblesses. Nous avons mis l'accent sur le renforcement de la qualité de service que nous offrons à nos assurés. Comme vous le savez, la CANAM est certifiée ISO 9001 pour améliorer la qualité de service que nous offrons à la population. Nous avons proposé au conseil d'administration encore de continuer avec le renforcement de la capacité et de compétences de nos ressources humaines. En 2025, nous avons continué à renforcer cette lutte contre la fraude pour permettre à la CANAM de se renforcer afin d'exécuter de façon diligente les instructions fermes du président de la transition, à savoir faire l'extension de la couverture santé à l'ensemble de la population. Et c'est avec la plus grande rigueur que les documents de cette 29e session du conseil d'administration ont été analysés par les administrateurs afin que la structure de protection sociale, résolument engagée dans la mise en œuvre d'un système de management de qualité, puisse maintenir la dynamique. L'Institut national de la statistique a atteint un taux de réalisation de 66% pour son plan d'action 2024, information révélée à la 22e session de son conseil d'administration. Agibou Koulibaly et Sambou Diakité pour le détail.
Au cours de cette session, le directeur général de l'INSAT a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées tout en mettant en avant la nécessité de continuer à améliorer la production de données de qualité. De l'année 2024, l'INSAT a pu réaliser 66% de ses activités, donc 2 activités sur 3 ont pu être réalisées. Et parmi ces activités, on peut citer l'analyse des données du recensement général de la population de l'habitat, ainsi que du recensement général des unités économiques. Il y a aussi l'enquête modulaire permanente auprès des ménages que nous réalisons chaque année et qui permet vraiment de donner des indicateurs pertinents pour le suivi du CRET, mais aussi des ODD. Donc nous appuyons fortement aussi la cellule de planification des statistiques du secteur de développement rural dans la mise en œuvre du recensement général agricole. Donc avec la cellule de planification des statistiques aussi du secteur de la santé, nous avons pu réaliser la 7e enquête démographique et de santé. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a souligné l'importance du rôle des données statistiques fiables pour accompagner les politiques publiques et orienter les décideurs dans la mise en œuvre des projets de développement. Malgré un contexte particulièrement difficile caractérisé par des restrictions budgétaires et le retrait de certains partenaires financiers, l'INSAT s'est montré résilient et des activités phares ont pu être réalisées au cours de l'année 2024, notamment l'organisation de la revue annuelle du schéma directeur de la statistique 2020-2024, le lancement des travaux d'élaboration du nouveau schéma directeur de la statistique pour la période 2025-2029. La session sera clôturée par l'adoption des documents stratégiques et du projet de programme d'activité et de budget pour 2025. Je vous l'annonçais au début de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. En plateau avec moi pour la lecture du communiqué par Ibrahima Djambélé, plutôt Sidiki Dambélé, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim Traoré. Alors après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Tout à fait, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022, modifiée portant loi électorale. L'application de la loi électorale a révélé des insuffisances liées notamment à la révision annuelle des listes électorales qui a eu lieu du 1er octobre au 31 décembre de chaque année à la prise en compte des citoyens enrôlés par les RAVEC avant l'âge de 15 ans dans la base de données et à la transmission des listes électorales à l'autorité indépendante de gestion des élections uniquement à l'année électorale pour la mise à jour du fichier. Le projet d'ordonnance est adopté en vue de procéder à la modification des dispositions des articles 52, 57 et 70 de la loi électorale. La modification vise à prendre en compte les orientations de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, relativement à la création des conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Cette modification permettra de procéder à la prolongation de la durée de la révision annuelle des listes électorales, d'inscrire sur la liste électorale les citoyens en âge de voter remplissant les conditions et qui ne figurent pas sur la base des données biométriques de l'état civil sur présentation d'un acte de naissance, d'un récépissé d'enrôlement ou de la fiche descriptive individuelle et la transmission des listes électorales à l'autorité indépendante de gestion des élections pour la mise à jour du fichier. 2. Sous le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Refondation de l'État. Les directions des finances et du matériel sont des services centraux créés par l'ordonnance numéro 09-010 PRM du 4 mars 2009 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. L'application du décret numéro 2019-07-51 PRM du 30 septembre 2019 fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile a révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement institutionnel
et la non prise en compte de certains cadres corps. Le projet de décret adopté corrige ces insuffisances et dote la direction des finances et du matériel du ministère de la refondation de l'État pour les 5 prochaines années en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. 3. Sur les rapports du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet d'ordonnance portant modification de la loi n 96/030 du 12 juin 1996 portant création de l'Office malien de l'habitat. B. Un projet de décret portant modification du décret n 96/179 PRM du 19 juin 1996 fixant l'organisation et la modalité de fonctionnement de l'Office malien de l'habitat. L'Office malien de l'habitat est un établissement public à caractère administratif créé par la loi n 96/030 du 12 juin 1996 avec pour mission de mener des actions tendant à la promotion de l'habitat collectif et individuel et de créer les conditions favorables au financement des programmes d'opérations immobilières. Le décret n 96/179 PRM du 19 juin 1996 fixe son organisation et les modalités de son fonctionnement. Avec le lancement du programme de réalisation des logements sociaux, l'Office malien de l'habitat s'est vu assigner de nouvelles missions, notamment la participation au financement et à la réalisation des programmes de logements sociaux, la participation aux travaux d'attribution des 10 logements attribués ou cédés, le suivi du recouvrement des mensualités des logements attribués ou cédés, la gestion des logements et de leurs sites. Ces nouvelles missions ont fondamentalement modifié la structure des ressources de l'Office et constituent des défis dans l'exécution de ses activités au quotidien. Pour ce faire, il est apparu nécessaire de modifier ces textes de création et d'organisation. Les projets de textes sont adoptés dans ce cadre. C. Un projet de décret portant affectation à la présidence de la République de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 21052 du cercle de Caille, 6 à Djakalel, commune rurale de Bangassi. La parcelle de terrain d'une superficie de 20 ar 0 centiares du cercle de Caille, 6 à Djakalel, commune rurale de Bangassi, est destinée à satisfaire les besoins de construction des locaux des services de la présidence de la République. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au document du Mali-Kura Nyetasira Kabin 100-2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. La réalisation d'un taux de croissance du PIB de 10% sur les 30 prochaines années est l'une des recommandations formulées lors des assises nationales de la refondation. Pour l'atteinte de cet objectif, il est apparu nécessaire d'élaborer une vision de développement à long terme pour notre pays qui fera suite à l'étude nationale prospective Mali 2025. Le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023 étant arrivé à terme en décembre 2023, le gouvernement a exprimé le souhait d'élaborer un nouveau document stratégique de référence pour le développement du pays. C'est dans ce cadre que le ministère de l'économie et des finances a lancé en 2023 le processus d'élaboration du Mali-Kura Nyetasira Kabin 100-2063 s'est déroulé à travers différentes phases portant notamment sur les consultations nationales, les diagnostics stratégiques, la formulation de la vision, les lancements officiels ainsi que les concertations autour des projets structurants et des supports cartographiques et de communication. Mali-Kura Nyetasira Kabin 100-2063 est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente en 2033. Ce cadre stratégique place les citoyens maliens, le Mali d'Incroix, au cœur des priorités en le considérant comme un acteur autonome capable de prendre en main son destin avec un ancrage irréversible dans la Confédération des États du Sahel.
La mise en œuvre de Malikroa Nietasra Kabensan 2063 se décline en 4 phases décennales. Phase 1, 2024-2033, elle aura pour objectif global la refondation de l'État et la transformation structurelle de l'économie, avec comme objectif spécifique l'éradication du terrorisme, la cohésion sociale, le développement d'une économie nationale intégrée avec des pôles de développement régionaux, l'amélioration de la gouvernance et des infrastructures. Phase 2, 2034-2043, elle sera consacrée à la spécialisation dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Il s'agira au cours de cette période de consolider les acquis de l'émergence économique avec comme objectif de renforcement des acquis de la première phase, le développement des industries lourdes et technologies de pointe. Phase 3, 2044-2053, cette période est celle d'un développement humain élevé consistant à améliorer durablement le bien-être des populations maliennes en éradiquant toutes les formes de pauvreté à travers l'amélioration des services de santé, de l'éducation, le développement des infrastructures et la lutte contre la pauvreté. Phase 4, 2054-2063. Cette phase est celle de la consolidation des acquis des phases précédentes. Elle désigne une industrialisation achevée par une évolution accélérée du secteur manufacturier et un développement harmonieux des services. Quant à la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, cadre opérationnel pour la première décennie de mise en œuvre de Malikroa Nietasra Kabensan 2063, elle vise à renforcer et prolonger l'agenda des réformes structurelles contenues dans le cadre stratégique de la refondation de l'État 2023-2031 pour la consolidation des fondements de la stabilité macroéconomique et installer l'économie sur une trajectoire de croissance forte, inclusive, durable de 10% en moyenne par an. Elle est bâtie autour de 5 axes stratégiques, 13 objectifs globaux et 38 objectifs spécifiques dont la mise en œuvre permettra d'atteindre son objectif général, la refondation de l'État et la transformation structurelle de l'économie. 2. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution du Conseil communal de la commune 6 du district de Bamako. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 23-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la loi susvisée, le conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entremise du maire ou aux représentants de l'État dans les cercles. Le conseil communal de la commune 6 du district de Bamako se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi. Face à cette situation, une demande d'explication a été adressée au dit conseil communal conformément aux dispositions de la loi susvisée. Les faits ci-dessus évoqués justifient la dissolution proposée à l'effet de mettre fin aux dérives constatées. Au terme de l'article 10 de la loi numéro 20-23-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales, la dissolution est prononcée par décret motivé pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. 3. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'un concours de recrutement de 116 auditeurs de justice et de 120 greffiers en chef. La justice est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis à la fois d'ordre matériel, financier et humain. Afin de relever ces défis, il est prévu pour l'exercice budgétaire 2024 de recruter 116 auditeurs de justice, dont 96 auditeurs de l'ordre judiciaire, 20 auditeurs de l'ordre administratif et 120 greffiers en chef. Les épreuves de la première phase du concours de recrutement des auditeurs de justice et celles du concours de recrutement des greffiers en chef se dérouleront le 28 décembre 2024 à Bamako, centre unique. Ces recrutements permettront d'améliorer la gouvernance au sein de la justice et l'accessibilité de la justice pour tous. 4.
Le ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la désignation du Mali pour assurer la présidence tournante de la conférence interafricaine des marchés d'assurance à partir de janvier 2025. Le Mali a signé un traité en 1992 avec 13 autres pays pour créer un espace communautaire en matière d'assurance dénommé Conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'un des principaux objectifs de la conférence est de renforcer la coopération dans le domaine des assurances dans les États membres en instituant un marché élargi et intégré de l'industrie des assurances réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de vue technique, économique et financier. La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque État membre pour une durée d'1 an selon l'ordre suivant: Congo, Centrafrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Togo, Tchad, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. À l'issue des travaux de la deuxième réunion ordinaire de l'année qui s'achève, tenue le 17 décembre 2024 par visioconférence, les ministres chargés des assurances ont désigné les ministres de l'économie et des finances du Mali pour assurer la présidence du Conseil au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions de l'article 10 du traité. 5. Les ministres de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de la mise en place du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse. Conformément aux recommandations des États généraux de la jeunesse tenus en décembre 2023, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, s'est engagé dans un processus de refondation du Conseil national de la jeunesse du Mali. À travers un processus de renouvellement des organes de base mis en place en juillet 2024, une nouvelle commission nationale a été créée ayant comme mission principale la mise en place de certains bureaux des sections de la diaspora et la tenue de l'Assemblée générale élective du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse. Cette commission inclusive, composée des représentants des organisations de jeunesse et de certains départements ministériels, a mis en œuvre un programme qui a abouti à la tenue de l'Assemblée générale élective le 21 décembre 2024 à Bamako. Le nouveau bureau mis en place est composé de 4 membres au compte de la diaspora, 9 pour les régions, 18 pour les fédérations spécialisées et 1 pour le conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. Il faut noter que pour la première fois, une assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse du Mali s'est tenue dans les urnes avec un dispositif inclusif garantissant la transparence et sans aucune contestation. 6. Les ministres des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions des travaux relatifs à la célébration de la Journée internationale des migrants édition 2024. La Journée internationale des migrants avait pour thème migration, genre et changement climatique, quelle protection pour les personnes en mobilité. La cérémonie d'ouverture des festivités commémoratives de cette journée a eu lieu le 19 décembre 2024 à Ségou sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Plusieurs personnalités et acteurs du domaine de la migration ont pris part aux travaux. La célébration de la journée a été aussi marquée par la tenue de conférences, des sessions de discussions techniques, d'une table ronde avec les élus locaux et d'un atelier de formation des élus sur les mécanismes d'investissement de la diaspora. 7. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de sa participation à la 6e édition de la foire agricole de Sikasso et à la 2e édition des Journées nationales du sésame du Mali. La 6e édition de la foire agricole de Sikasso 2024, qui s'est tenue du 13 au 15 décembre 2024 à Sikasso, avait pour thème agriculture durable, facteur de développement économique et de création d'emplois pour un avenir meilleur. La 2e édition des Journées nationales du sésame du Mali, tenue à Ségou du 15 au 16 décembre 2024, avait pour objectif de promouvoir et valoriser la filière sésame en tant que levier stratégique pour le développement économique et social du pays en exploitant pleinement son potentiel dans les chaînes de valeur agricole et les marchés internationaux. À l'issue des 2 éditions, des recommandations ont été formulées en vue d'un développement harmonieux des organisations interprofessionnelles agricoles et de la filière sésame au Mali.
8. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 16e conférence de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse tenue à Riyad, en Arabie Saoudite. La 16e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024 sur le thème « Notre terre, notre avenir ». Notre pays a pris part à cette conférence avec une délégation composée des représentants des institutions de la République, des départements ministériels, des services techniques et de la société civile. Conformément à l'agenda de la 16e conférence des parties, la délégation malienne a participé aux événements de haut niveau, aux rencontres avec les partenaires techniques et financiers, aux négociations, aux événements parallèles ainsi qu'aux activités dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. La participation à cette conférence a permis à notre pays de réaffirmer son engagement dans la lutte contre la désertification et la sécheresse, de développer un cadre de partenariat stratégique et fécond pour la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement des programmes et projets prioritaires du Mali et de renforcer les capacités techniques des parties prenantes en matière de lutte contre la désertification. 9. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la tenue prochaine de la cérémonie de remise des diplômes aux imams formés à l'Institut Roi Mohamed VI de Rabat. La cérémonie de remise des diplômes aux imams formés à l'Institut Roi Mohamed VI de Rabat aura lieu le samedi 4 janvier 2025 au Centre international de conférence de Bamako. Cet événement vise à saluer l'effort du président de la transition dans l'obtention de 300 bourses auprès du Maroc après 3 ans d'interruption, honorer les imams ayant achevé avec succès leur formation, mettre en lumière le rôle stratégique des imams dans la promotion des valeurs de paix, de coexistence et de cohésion sociale dans nos communautés, réaffirmer l'engagement de notre pays en faveur de la lutte contre l'extrémisme et de la consolidation d'un islam authentique basé sur le juste milieu. L'événement s'inscrit dans le cadre du partenariat de notre pays avec le Royaume du Maroc. 10. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au strict respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Ibrahim Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce soir. Un très long texte. C'était là donc le dernier Conseil des ministres de l'an 2024 avec Sidiki Dambélé. Encore une fois, merci. La suite de cette édition avec la signature du contrat entre la société malienne Mandé Électronique et son partenaire chinois DEI. C'est pour la fourniture d'énergie aux populations maliennes. On en sait davantage avec Alouzeni Touré. La société Mandé Électronique NA est une société de droit malien qui conclut avec la société chinoise DEI un contrat de fourniture d'énergie verte dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour ce faire, une signature de contrat a précédé cette mise au marché des produits qui varient en fonction des besoins et de la catégorie du client. Depuis 3 mois, ils sont là, on est en train de travailler. La qualité des matériels quand même, c'est le numéro 1 dans le monde. Le partenariat, c'est des fournitures et vente, les matériels solaires et la fourniture. Et en même temps, on va garantir les produits. Le partenariat entre ces deux structures va booster l'offre énergétique de notre pays et surtout dans le domaine de l'énergie verte, spécialité du partenaire DEI. Notre marchandise garantie de 10 ans. Donc on a les services après-vente. On a les services avant les ventes. Notre produit, c'est les convertisseurs avec batterie lithium, avec panneau soleil, tout.
on fait toutes les installations. Il y en a grands, il y en a petits, il y en a pour la maison, il y en a pour les sociétés, pour les commerciales. Par exemple, le grand usine, voilà, au grand supermarché comme ça. On a fait un groupe de notre produit, c'est 100 caviar. Le grand commercial, 100 caviar. On peut inclure à 20 pièces, ça fait 2 mégawatts. La société Mandé Électronique offre également à l'État malien un pack d'énergie d'une valeur de 50 millions de francs CFA dont l'emplacement appartient à l'État malien, bénéficiaire du geste. Le projet LUCEG et la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté organisent une campagne de sensibilisation sur les types d'infractions de corruption. Les précisions avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. Appuyer les efforts fournis par l'État en matière de lutte contre la corruption, voilà l'un des objectifs de cette campagne de sensibilisation à l'intention des acteurs de la société civile. Ils seront édifiés sur les types de corruption et les types d'infractions. On a beau crier que l'administration, que les travailleurs sont corrompus. Si le citoyen est le principal corrupteur, la corruption ne peut jamais reculer. Donc le changement doit commencer par nous-mêmes. Si nous changeons, nous allons informer, sensibiliser les autres citoyens pour que chacun se dise plus jamais la corruption ne passera par moi. Les acteurs de la société civile sont appelés également à jouer pleinement leur rôle. Nous savons tous que la lutte contre la corruption ne peut être menée par une seule entité ou un groupe restreint d'individus. Elle exige une mobilisation collective, une vigilance continue et une ferme volonté d'agir ensemble. L'objectif de notre rencontre ce matin est d'informer et de sensibiliser les organisations de la société civile sur les différents types d'infractions de corruption, dans le but de stimuler l'engagement des intervenants et intervenantes, en particulier les jeunes, les filles et les femmes. La campagne de sensibilisation des acteurs de la société civile sera sanctionnée par des recommandations qui contribuent à combattre la corruption. Le centre de santé de Badougou-Samalé, dans la commune du Mandé, réceptionne une adduction d'eau, une réalisation du footballeur Amadou Aïdara Doudou, natif de la localité. Aliou Abdoulaye Touré, reportage. Le centre de santé de Samalé est resté longtemps sans adduction d'eau potable. Aujourd'hui, le centre vient de voir un rêve se réaliser grâce à la fondation du jeune footballeur Amadou Haïdara. On avait vraiment besoin de ça parce que les dames avaient la difficulté d'avoir de l'eau. Chaque fois, on cherchait de l'eau au niveau du puits. Quand il fait chaud, pendant la saison, c'est extrêmement difficile. D'une capacité de 6 mètres cubes, le forage permet d'alimenter des centaines de ménages. Je demande à la population de prendre bon usage du forage parce que ce qu'il a fait, si c'est bien entretenu, en ce moment, lui aussi va avoir le courage de faire autre chose après. Cette adduction d'eau s'inscrit parmi les œuvres sociales du footballeur non moins fils du terroir. L'eau, c'est la vie et ça fait partie des services sociaux de base nécessaires et indispensables à toute communauté. Et nous, en tant que Fondation Amadou Haïdara, c'est une mission que nous nous sommes fixés, d'être au plus proche de la population et surtout d'apporter aide aux plus nécessiteux. La population très reconnaissante est venue exprimer sa joie de recevoir ce forage. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Simone